Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez très bien, face à face, un nouveau numéro aujourd'hui. On parle essentiellement économie avant Covid-19. Après Covid-19, qu'est-ce que l'on fait? Vous savez très bien, le monde est à l'arrêt. Le coût a été imprévisible et beaucoup de pays n'avaient pas été préparés. Mais qu'est-ce qui a fait que d'autres pays s'en sortent quand même et que les autres touchent les tapis? C'est ce que nous allons essayer de voir avec un éminent professeur, fils de ce pays, le professeur Daniel Moulenda. Il est enseignant des universités dans la en République démocratique du Congo. Il enseigne les développements durables et puis l'économie industrielle. Bref, que de coûts qui sont censés porter l'espoir de la République démocratique du Congo. Je suis avec lui, chez lui, dans sa résidence. Bonjour, professeur. Bonjour, mon frère. Alors, prof, comment allez-vous déjà? Covid, toutes les mesures sont prises chez vous, je vois. Oui, ben, vous avez remarqué qu'on se lave les mains. Je viens d'enlever mon masque. Oui. Je vois que par jour, on se lave autant de fois Autant les de mains. fois. On a les gels. Donc, on essaie de respecter les mesures barrières. Alors, une question directe. Qu'est-ce qui fait que d'autres pays ont quand même pu vendre pendant cette période et que nous, la RDC, on n'a rien vendu, au contraire, on a tout acheté. Des gels on a acheté, des masques on a acheté, alors que d'autres pays ont quand même vendu certaines choses. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vendu, ce sont des pays industrialisés. Oui. Mais nous, on n'est pas industrialisés. Parce que naturellement, tout ce que nous utilisons ici, nous importons cela. Alors, vous voyez. Donc, c'est ça la grande différence. Vous êtes professeur des universités, comme je viens de le dire. Vous enseignez l'économie industrielle. Mais comment vous expliquez, 60 ans plus tard, aucune industrie, je vais dire opulente en RDC, alors que toutes les matières premières partent finalement de chez nous, mais c'est généralement transformé en Malaisie, Singapour et d'autres pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous? Ce qui n'a pas marché, c'est que ce pays n'a jamais pris l'option de mettre en place une politique industrielle. Parce que tenez, les Belges, quand ils nous ont donné l'indépendance, nous avions 10 000 industries qui tournaient dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est à moins de 500. De 10 000 à 500 dans 60 ans. Oui, en 60 ans. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons donné priorité qu'à la politique. D'accord. Je crois que vous, tel que je vois votre jeune âge là, depuis que vous êtes né, vous êtes devenu adulte, vous n'entendez qu'une seule chanson à la radio, à la télé, c'est la politique. C'est la politique, c'est ce qui fait vendre aujourd'hui le plus. Tout à fait, c'est la politique. On ne s'occupe pas de l'économie. Ah, mais comment ça fait-il que vous enseignez quand même ce cours? Donc vous enseignez la théorie que les gens ne pratiqueront jamais. Et nous avons même difficile de trouver des endroits où les étudiants peuvent aller faire les stages. Parce qu'il n'y a pas d'industriels. Les quelques industries qui fonctionnent bien, ce sont les cimenteries et les brassicoles qui ne veulent pas recevoir les stagiaires. Est-ce que nous avons l'espoir que demain, ça sera mieux. Mais c'est demain, ça fait 60 ans qu'on dit demain, ça sera mieux. Demain, ça sera mieux, mais une génération de corrompus est remplacée tout de suite par une génération de corrompus. Et on continue comme ça alors? Non, mais vous savez, il y a toujours un moment où ça t'arrête. Oui. Je crois que le moment d'arrêter est là. Parce qu'on ne peut plus aller. On a déjà touché le fond. Le fond. On ne peut plus toucher plus que le fond. On ne peut plus toucher plus que le fond. Maintenant, on est obligé de remonter. Et parce que c'est la nouvelle administration qui arrive ou c'est parce qu'une génération est née, selon vous? En fait, la nouvelle administration, c'est une grande opportunité. Parce qu'en fait, le président en place a lancé un mot contre les antivaleurs. Ben, on a entendu tolérance zéro à l'époque. Hein. Non. Ce sont des slogans qu'on a tous entendus déjà. Quand il y a quand même les discours et les actions qui concordent, il faut apprécier. D'accord. Un directeur de cabinet du chef de l'État est en procès. Je ne dis pas qu'on l'a arrêté parce qu'il a commis des fautes, ce n'est pas encore prouvé, mais le simple fait qu'il soit à la disposition de la justice. C'est jamais vu dans ce pays. C'est un signal fort, vous pensez? C'est un signal très fort. Et depuis que ce gouvernement est en place, est-ce que vous savez combien d'autorités de services publics se retrouvent à Makala? Il y a beaucoup en tout cas, il faut dire. Il y en a beaucoup. Et j'espère qu'à un moment, les gens comprendront qu'il ne faut plus faire ça. Donc ce ne sont pas des effets de pub, mais plutôt des vrais signaux. Non, c'est des vrais signaux parce qu'il en a fait, le président en a fait un de ses chantiers, si nous voulons parler comme ça. Alors, professeur Daniel, revenons sur, je veux dire, les fondamentaux.
Est-ce que sur quel pied notre économie a péché? Est-ce qu'il y a des péchés cardinaux que nous avons eu à commettre qu'il ne faut jamais commettre plus tard? Il y en a, et je crois qu'il faut que les Congolais comprennent que l'économie, ce n'est pas savant. Ce n'est pas des discours savants. L'économie, c'est la tonne de riz que vous avez produite là. La tonne d'haricots. C'est ça l'économie. La Chine, c'est la tonne de masques. C'est ça l'économie. N'est-ce pas? Oui. Ici, ce que nous avons commis comme péché cardinal numéro 1, c'est que nous avons abandonné la production. Pourtant, c'est ça le poumon même d'une économie. Nous avons abandonné la production, essentiellement la production agricole. Et maintenant, si je t'invite à ma table, nous allons manger qu'est-ce qui est venu de l'extérieur. C'est pas possible. Un peuple qui ne produit pas sa nourriture, c'est pas un peuple. Mais qu'est-ce que le Belge faisait à l'époque? Est-ce que le Belge importait tout ou le Belge produisait ici? Les Belges nous ont laissé une économie avec trois trépieds en équilibre comme votre appareil de photo là. Ouais. Les Belges exploitaient les minerais. Les Belges développaient l'agriculture. Et les Belges étaient en train d'industrialiser le pays. Donc les Belges nous ont laissé une économie en équilibre et nous étions en avance par rapport à l'Afrique du Sud, même à la Chine. Mais quand nous avons eu l'indépendance, nous avons tout laissé et on est rentré dans les pièges du partage équitable et équilibré du pouvoir. Depuis 1960, chaque fois que les Congolais se sont réunis, c'était pour parler politique. Mais jamais parler économique, jamais parler science, jamais parler autre chose. Jamais pondre un plan cohérent de développement économique. Et jamais consacrer des moyens suffisants pour appuyer les activités de production. Même les secteurs privés dans ce pays, il a des difficultés pour décoller. Alors, je voudrais qu'on revienne, qu'on essaie de faire en trois ou quatre parties. Quels étaient les péchés de Mobutu, par exemple, de la politique de Mobutu dans l'économie, en économie? Qu'est-ce qu'il a, lui, à quoi Mobutu a tourné les dos en réalité? En fait, je dirais que le système de Mobutu, c'est celui qui continue jusqu'aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah oui. Okay. Regardez, la plus grosse bêtise de l'époque de Mobutu, c'est de croire qu'on pourrait devenir riche sans travailler, avec les mesures des arianisations. Il avait une bonne idée de former une classe moyenne. Mais on forme la classe moyenne par le travail. Mais lui, il a formé la classe moyenne par une décision d'expropriation. Vous savez, constituer une entreprise, ce n'est pas une chose facile. Hein? Et puis devenir un gestionnaire, ça ne tombe pas du ciel par ordonnance. C'est une carrière, c'est un métier. Mais les gens sont devenus propriétaires sans avoir engagé aucun effort. Ils ont tout détruit. En si peu de temps d'ailleurs. En si peu de temps, tous les tissus économiques étaient détruits. Parce qu'on a pris les entreprises, on a volé les entreprises d'autrui, on les a données aux compatriotes. Ça, c'est la plus grosse erreur de l'époque. Alors, la deuxième erreur? Non, à l'époque de Mobutu, je peux signaler seulement ça. Et puis, la deuxième erreur à l'époque de Mobutu, ce sont les éléphants blancs. On avait de l'argent qu'on pouvait investir vraiment pour sauvegarder les capacités de production que nous avons héritées de la part de Belges. Non, on a financé l'animation politique. Peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'on faisait les concours d'animation politique dans ces pays. On sait qu'on dansait, nous on était tout petits, mais on faisait danser quand même déjà à l'école. Il y avait un département qu'on appelait la Moupa. Moi j'appelle ça un éléphant blanc. On n'avait pas besoin de ça. Ça ne produit rien, mais ça consomme tout quand même. Ça consomme tout et c'est à l'époque où les gens ont cru qu'on pouvait devenir riche sans travailler. Je préfère ne pas entrer en profondeur. Alors, attendez, les éléphants blancs, ce n'était pas seulement l'animation politique. La sidérurgie de Mali, des projets mal étudiés. Ça a pris de l'argent, ça n'a jamais fonctionné. Les bâtiments comme la RTNC, les CCIZ qui n'avaient même pas de la climatisation. Donc, à cause des commissions, à cause de la corruption qui a commencé depuis l'époque. Et ça s'est poursuivi. À l'époque de la Troisième République. Et je vais vous citer les cas de Boukangalonji. Est-ce qu'on en parle encore? Jusqu'aujourd'hui, c'est encore notre éléphant blanc. Ça, du moins, vous en avez entendu parler. Est-ce que vous en entendez encore parler? On a oublié, c'était un éléphant blanc.
qui a consommé des centaines de milliers de dollars. On parle de 200 millions de dollars. Voilà. Vous êtes les journalistes, vous avez peut-être les chiffres exacts. Et aujourd'hui, nous arrivons pendant la nouvelle administration. Le système veut continuer. Le système résiste. Il va continuer. Les sauts de moutons, là, c'est un éléphant blanc. Le programme des 100 jours. 47 millions de dollars déversés dans des histoires de routes qui n'ont rien produit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce que nous pouvons nous permettre de tels gaspillages de moyens? Alors, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la mentalité de la jouissance? Est-ce que c'est la commission, la mentalité de tout gagner après ou sans avoir travaillé? Qu'est-ce qui caractérise la mentalité de l'homme congolais, surtout de l'homme politique congolais? C'est-à-dire nous avons raté notre entrée dans la communauté des nations libres. Ça, ce sont des fautes qui datent depuis notre accession à l'indépendance. Vous vous rappelez, il faut lire l'histoire. Hein? Les gens qui sont revenus de la Belgique, des négociations pour l'indépendance, quand ils descendaient en Gilles, il y en a un qui a élevé la mallette pour dire l'indépendance est ici. L'Ipanda. Dans la mallette. C'est ça le mauvais départ. On a cru qu'on remplaçait les Blancs pour jouir. N'est-ce pas? Qu'on devrait devenir des ministres, des directeurs généraux, des directeurs d'entreprise, des cadres. C'est pour jouir et non pour produire. Et ça nous a rattrapé jusqu'aujourd'hui. Ça nous rattrape jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le gain facile qui a fait prospérer la corruption. Alors, professeur, comment vous expliquez que le pays comme la Corée, par exemple, qui n'a pas de pétrole, mais qui se trouve au sommet de la chaîne du pétrole, sinon les chocolats aussi, on va le dire, la Malaisie, le Singapour, le Botswana, c'est quand même des pays qui n'ont pas grand-chose, mais qui aujourd'hui se confirment dans l'histoire de notre 21e siècle. Pourquoi la RDC, avec toutes les richesses que nous avons, nous conduit toujours quand même à rester à la traîne? Nous devons rester à la traîne parce que, contrairement à la Corée du Sud, nous n'avons pas développé les technologies et les sciences. Nous avons détruit l'éducation. Et quand vous détruisez l'éducation, vous détruisez l'innovation, vous n'aurez pas de développement. Parce que le développement, ce n'est pas un cadeau que quelqu'un va vous donner. Il faut que vous puissiez travailler, que vous puissiez innover, que vous puissiez produire. C'est ce que la Corée du Sud a fait. La Corée du Sud a défini l'axe technologique, ils ont maîtrisé la technologie, ils ont maîtrisé les sciences. Aujourd'hui, toutes les maisons ont Samsung, soit LG, mais vous ne pouvez pas manquer quelque chose de la Corée. Vous devez l'avoir en tout cas. Effectivement. Ouais. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans l'entretemps? Nos universités sans laboratoire, nos instituts supérieurs et techniques sans laboratoire. Et le Covid-19 vient de le prouver qu'on a. Toute la République, il n'y a que l'INRB où on peut faire les tests. Et toute la République n'a qu'à peine 45 machines respirateurs. C'est juste. Bon, moi, je n'entre pas dans la comptabilité des équipements médicaux, je ne suis pas spécialiste. Mais tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas maîtrisé la technologie. Nous n'avons pas droit d'accéder au développement. Regardez, en Europe, les élèves étudient en ligne. Bon, ici... Tout est bloqué. Hein? Tout est bloqué. C'est vers une année blanche, on va dire. Ça dit 2 ans, les enfants vont même oublier l'alphabet. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur la hauteur de ce qui se passe au monde. C'est voulu, c'est une préparation depuis l'indépendance, c'est un choix délibéré des hommes et des femmes qui nous gouvernent. C'est quoi l'affaire? C'est une malédiction de Dieu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous ai dit que nous avons fait une entrée ratée dans les conseils des nations à l'indépendance. Nous n'avons pas compris qu'en fait l'indépendance c'était l'essence qu'il fallait donner au travail productif. Nous avons créé l'indépendance et dansé. À l'époque de Mobutu, on a même dit heureux le peuple qui chante et qui danse. N'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à danser. Alors, mais il y a un rapport, c'est le rapport du professeur, je veux dire non pas du professeur, mais d'un excellent minier congolais, il s'appelle Ngoï Mouchila, qui dresse les bilans macabres de Gécamine. Il appelle Gécamine un sanctu, et puis il dit que Gécamine c'est tout simplement un géant, un nain minier. Alors que nous savons, il a parlé de 73% de production du cobalt, mais qui, disons de la réserve du cobalt, mais que nous ne produisons que 3%,
alors que la Chine qui a que 3%, mais produit 63%, donc des choses qui viennent de chez nous. Comment on peut inverser la donne pour que nous puissions produire, disons, transformer notre propre cobalt ici et fixer le prix du cobalt? On va transformer notre cobalt ici si nous décidons de nous industrialiser. Ouais. Mais je vous ai dit que personne ne s'en occupe. On parle ministère de l'industrie, c'est une coquille vide. Alors comment donner le contenu dans ce ministère, dans ces plans? Comment on fait? Pour donner le contenu, il faut que les gens qui nous gouvernent prennent la résolution. Ça, c'est un problème de choix. Ouais. Les politiques publiques, c'est un choix que les gouvernements, les dirigeants doivent prendre pour dire que nous allons développer les technologies, nous allons maîtriser les sciences, nous allons arranger le climat des affaires pour que les investisseurs viennent, n'est-ce pas, installer leurs usines ici. La Chine aujourd'hui, elle est industrialisée, ce n'est pas l'argent de la Chine. Au départ, c'était l'argent des Occidentaux. Mais pourquoi ces Occidentaux ne viennent pas ici? Et vous voyez souvent des opérateurs économiques à la télévision. Ils viennent, quand ils partent pour de bon. Alors, on nous a dit que la démocratie serait finalement un vecteur de développement. Mais on suit la démocratie en Chine, ce n'est pas comme la démocratie dont on veut nous faire croire. Quel est le modèle, le vrai modèle du développement d'un pays? Est-ce que c'est un système politique, un régime politique ou un système de pensée et de croyances d'un peuple? Non, c'est-à-dire qu'il faut prendre le développement, le mettre à côté. La démocratie ou des régimes totalitaires, comme ça se trouve en Chine, ça, ce sont des modèles politiques. Qui n'ont rien à voir avec? Non, ça a un lien avec l'économie. Ah, d'accord. Mais l'économie aussi a ses modèles. Okay. Le problème de notre pays, c'est que nous œuvrons sans modèle. Nous sommes en train de faire la navigation à vue. Ce premier ministre est venu, il a cru que le parc agro-industriel, c'était une bonne politique. Il y a mis l'argent. Peut-être que ça n'a pas abouti. Est-ce que c'est une raison pour qu'on arrête? Il faut faire une évaluation pour savoir pourquoi on a échoué et continuer parce que c'était une bonne politique. Mais elle a été mal mise en œuvre. Mais ici, chez nous, ce n'est pas comme ça. Celui-là part, celui qui vient avec des idées qui n'ont rien à voir avec celui qui est parti. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. On est en éternel commencement. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de modèle économique. On vous accuse, vous, le professeur d'économie, de vouloir copier, faire le mimétisme économique, à ramener l'économie indienne, l'économie suisse, mais vous n'êtes pas capable de créer un modèle congolais, purement congolais. Bon, ce n'est pas que nous ne sommes pas capables, parce que des fois, les gens ne comprennent pas les rôles que le conseiller joue. Okay. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas le conseiller qui fait la politique. Les politiques, c'est la vision du chef. N'est-ce pas? Oui. C'est celui qui commande et qui vous donne l'orientation. Comme actuellement là. Il a montré que si tu voles, tu vas en prison. Tu vas voir que le vol va diminuer. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Quand on va cesser de voler l'argent de la douane, on va cesser de voler l'argent de l'impôt, on va cesser de détourner l'argent des projets, nous allons avoir un peu d'argent. N'est-ce pas? Ce que nous disons maintenant, c'est qu'il faut qu'il donne encore une deuxième orientation. Laquelle? Pour dire maintenant, c'est l'économie endogène, la production intérieure. Il faut que le maïs quitte les Kasaï en grande quantité viennent ici. Il faut que les Katanga n'importent plus le maïs de la Zambie. Et que les gens se mettent au travail. Avec un accompagnement des pouvoirs publics. Est-ce que c'est facile aujourd'hui quand on sait que les mines ont finalement séquestré notre économie? Le président a dit qu'il fallait la revanche du sous-sol au sol, je crois. Du sol sur le sous-sol. Mais jusque-là, est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous le voyez dans ce chemin-là? Non, c'est ce que j'ai dit. Il a déjà donné l'orientation. Il appartient au gouvernement de pouvoir traduire cela dans les actes. Quand il dit qu'il faut que le sol prenne la vengeance sur les sous-sols, ça dit qu'il faut l'agriculture passe devant. Mais quelle agriculture? C'est la diversification de l'économie. D'accord. Non, l'agriculture d'abord vivrière. Il faut que les gens aient à manger. Un peu comme ce que le président brésilien a fait, Lula, chez lui, des vraies politiques agraires. Effectivement, on travaille, on a à manger. Et après, on va faire l'agriculture pour l'exportation. Oui. Vous savez que nous étions parmi le premier pays exportateur de produits agricoles dans ce monde. Oui.
N'est-ce pas? On a lu ça à l'école, mais malheureusement sur la pratique. Oui, mais on peut encore revenir sur les mêmes exploits. Alors, le président a déjà donné un mot d'ordre. Il faut suivre le mot d'ordre. La revanche du sol sur le sous-sol. Mais maintenant, quand vous lisez le programme du gouvernement, vous voyez ça dedans. Mais c'est ça que je dis, il y a une contradiction entre ce que le président dit. Parce qu'après, les mêmes démons nous rattrapent. C'est lesquels? Le partage équilibré et équitable du pouvoir. Point barre. Point barre. N'est-ce pas? Oui. Ça doit être pour toi. Ça doit... Et après, nous mettons les cloisons. Ne regarde pas ce que j'ai fait. Moi, je ne regarderai pas ce que tu fais. Et du coup, ça tue la compétence, ça tue l'émulation, ça tue tout. Ça dérange tout. C'est ainsi que, j'insiste, même l'ancien président Kabila, dans son dernier discours, il avait donné des orientations claires. Je prends une orientation. Il avait dit qu'il ne faut plus que ce pays demeure un supermarché pour le monde entier. Mais ça veut dire, ce que le président actuel a dit, il faut que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Tous deux prônaient le développement de l'agriculture. Mais les gouvernements qui se sont succédés, est-ce qu'ils ont pris vraiment des politiques dans ce sens-là, avec des résultats qu'on peut comptabiliser aujourd'hui? Donc on va voir dans la pratique, mais là, professeur, je dois vous rappeler que je crois qu'on était encore, on était en train de manger ce qu'on appelait à l'époque le soya bumba. C'était en grande quantité qu'on produisait, mais puis à un moment donné, pouf, le riz vient de la Chine, le poisson vient de Dar es Salaam, le café du Brésil. On se rend compte que tout ce que nous avons chez nous, je vais dire même en abondance, nous n'arrivons pas à consommer ça sur place, mais nous importons quand même des choses qui viennent de très loin. Est-ce que c'est une guerre des multinationales ou des guerres des bailleurs de fonds? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il ne faut pas aller citer les multinationales là où ils n'ont rien fait, ou les bailleurs de fonds. D'accord. En fait, c'est l'absence, je l'ai dit, d'un modèle de production. L'absence d'une organisation cohérente de production de richesses dans ce pays. Les riz de Bumba, là, ils se vendent toujours ici. Mais le problème, c'est qu'ils coûtent plus cher que les riz qui viennent du Pakistan. C'est quoi ce contraste? La population ayant un pouvoir d'achat réduit, préfère aller acheter ce qui est moins cher, même si ce n'est pas la bonne qualité. Mais moi, je t'informe que moi, je mange toujours les riz de Bumba. Oui, parce que vous avez les moyens, peut-être? Non, je n'ai pas les moyens, parce que moi, je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans. C'est ça que je considère comme les riz. Pas des choses qui ne ressemblent vraiment pas au riz que nous achetons là. Vous voyez? Donc, pourquoi ces riz est plus cher de Bumba à Kinshasa que du Pakistan ici? Exact. C'est les tracasseries. C'est des taxes innombrables. Mais pourquoi ces taxes-là, il n'y a que nous qui supportons ça et pas les autres? Attendez, c'est l'absence de compétitivité de notre système économique. D'accord. Est-ce que tu sais que le billet d'avion entre Kinshasa et Lubumbashi aller-retour, c'est plus que le billet d'avion entre Kigali et Dubaï aller-retour? Même ici, de Kin Dubaï, c'est 500, alors qu'ici, à Lubumbashi, c'est 700 ou 750. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est parce qu'on ne produit pas. On est devenu un pays de taxes. Or, les spécialistes des impôts disent que l'impôt tue l'impôt. Oui. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Vous exagérez, ça va détruire l'économie. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, une république de taxes, une république de tracasseries, rend l'économie très, très... la compétitivité est détruite. Je vais vous donner un exemple. Allez. Les coûts de transport au Congo, c'est parmi les plus chers du monde. Les coûts de transport. Oui. C'est un élément important du coût de revient d'un produit. Vous ajoutez les taxes, des innombrables taxes. Ça fait qu'un produit qui vient du Pakistan devient plus compétitif à Kinshasa qu'un produit qui vient de Bumba, à côté ici. Donc ce sont là les défis auxquels le gouvernement devrait s'attaquer pour rendre l'économie compétitive. En baissant les taxes, il faut rationaliser les taxes. N'est-ce pas? Et puis,
arranger les infrastructures des transports. Parce qu'il y a quand même des tomates qui pourrissent quelque part, Tout ça qui n'arrivent pas à arriver au marché. Il faut assurer la connectivité du pays. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Afin que quand quelqu'un produit à Bumba, quand il produit par exemple le bito dans les Katanga, que ce poisson-là nous parvienne à Kinshasa par la route. Ouais. Ou par la voie d'eau, les routes les moins chères. Mais quand vous prenez le bito par avion, vous le ramenez à Kinshasa, le prix devient prohibitif. Ouais, prohibitif. Voilà. Et nous avons par exemple le lait de Goma qui produit localement coûte par exemple le litre $1, mais ici chez nous le litre va être à $7 ou à $8, même à $10 parce qu'ils ont payé les transports, ainsi de suite. Ils ont ramené ça par avion. Oui. Mais tu as parlé du lait de Goma, mais tu as oublié de parler du fromage. Oui, le fromage par exemple. N'est-ce pas? C'est un luxe ici à Kinshasa alors que... Et on ne l'exporte même pas. Pendant que tous les touristes qui passent par Boma, ils raffolent ça. Aucun accompagnement pour que ces artisanaux-là qui produisent quand même puissent être en mesure de respecter les normes et d'exporter. Vous voyez là où se trouve le problème. Le problème se trouve du côté de la production. Il faudrait qu'on mette un modèle de société qui réduit le poids de la politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme que la politique. Et qui accroît le poids de l'économie. À ce moment-là, il y aura des moyens pour accompagner la production. Il y aura des moyens pour refaire les infrastructures de transport. Il y aura des moyens pour accompagner les producteurs, même artisanaux, paysans. Et après, quand on domine l'artisanat, on peut alors aspirer à l'industrialisation. On ne peut pas faire tomber les industries industrielles comme ça. Il faut d'abord un plan planifié. Il faut planifier, appuyer les artisanaux qui montent et maîtriser les technologies par un système éducatif très efficace. Et après, vous avez vu par exemple, le gouverneur de la ville province de Kinshasa a visité un portail électrique pour les désinfecter avec le Covid-19. Mais c'est des très bonnes initiatives. Vous avez vu les robots roulage. Mais c'est des initiatives qui font avancer le pays. Pourquoi la dame du robot roulage n'a-t-elle pas été soutenue pour qu'elle puisse exporter ces appareils-là? Jusqu'aujourd'hui, même les carrefours de la ville province de Kinshasa ne sont pas suffisamment équipés. Pourtant, c'est un produit local. Et parfois, les robots arrivent à un moment donné, il n'y a pas d'électricité, les robots ne savent pas fonctionner. Ça, c'est un autre problème. Mais d'abord, exporter notre propre intelligence. Il soit produit en quantité pour sécuriser les routes du pays. Et après, les voisins, et après, l'extérieur, qu'on vende aussi. Alors, il y a une dernière question, on va terminer, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui explique que depuis que le président, je veux dire l'honorable Kabila est parti du pouvoir, le prix ne fait que monter et le dollar ne fait que galoper? On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il part, il laisse le pays, c'était à 1, je crois à 16, maintenant là on est à 18, et même la petite tomate qui coûtait hier 200 francs, 300 francs, aujourd'hui c'est à 700 francs, à 600 francs. Est-ce qu'on a raté l'occasion de tout arrêter? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi le péché là-bas? Non mais c'est très simple, l'analyse que vous faites. Mais vous savez que nous importons. N'est-ce pas? Si les liens de production, il y a une inflation. On subit directement. On subit directement. Nous n'avons qu'une possibilité d'assurer un contrepoids localement. Ah d'accord, donc il y a possibilité d'assurer un contrepoids. Oui, il y a la possibilité d'assurer un contrepoids. C'est quand nous avons de la production locale. N'est-ce pas? D'accord. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons maîtriser les prix de la production locale. Si ça augmente sur le plan international, on peut refuser d'acheter. Mais la tomate, alors, qu'est-ce que la tomate a à voir avec les biens internationaux? La tomate que nous achetons aujourd'hui, le massangu qu'on achète, la braise qu'on achète. Ce que vous ne savez pas, c'est que je vous ai dit qu'il y a les coûts de transport. D'accord. Les coûts de transport, là, on utilise quoi? On utilise le carburant. C'est nous qui produisons le carburant. Le carburant, oui, c'est vrai, ça monte aussi. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui ont des implications sur les prix à l'intérieur de notre pays. Parce que notre économie est extravertie. Même les pièces de rechange, les carburants, n'est-ce pas? Toutes les fournitures sont importées. Vous ne pouvez pas faire une politique commerciale autonome ici pour dire que nous allons maîtriser les prix. Non, mais chaque fois,
Quand ça va changer là-bas, on répercute. Et le contrepoids, comme vous le dites, c'est trouver des solutions ici sur place. Pour la production intérieure. Oui. Voilà. Et quels sont les axes prioritaires pour la production intérieure? Et ici, les axes prioritaires, d'abord, c'est l'agriculture. Ok. L'électricité et l'eau. L'agriculture, l'électricité et l'eau. Est-ce que fait. c'est possible de le faire dans 5 ans, pendant un mandat? Non, même pas 5 ans. Ouais. Si les gens cessent de pratiquer des antivaleurs, ça peut aller vite. Vous le pensez? Moi, je le pense bien. Parce qu'en fait, ici, c'est quoi? Si on n'instaure pas une culture de sanctions, ça, la sanction peut être positive ou négative. La sanction peut être négative. Mais nous sommes dans un régime où il n'y a pas la sanction. N'est-ce pas? Les entreprises publiques, nous constatons la dégradation des services qui rendent à l'économie. Personne n'est sanctionné. Parce que tout ce que tu appelles prix là, sur le marché, c'est la somme des coûts de plusieurs intervenants. Toi, tu vois seulement la tomate. Mais il y a plusieurs intervenants qui ont interagi pour que cette tomate arrive sur le marché. Mais si chacun est contre-performant, il travaille avec des niveaux de coûts élevés, comment vous allez maîtriser les prix sur le marché? Vous voyez, les entreprises de l'État sont-elles bien gérées? La dernière réforme, une catastrophe. La réforme sur les entreprises de l'État. Oui. Quelle est celle qui a amélioré ses services ou ses prestations? Aucune. Descente aux enfers. Alors, on va terminer. Est-ce que le président peut créer une autre classe de riches? Il a dit qu'il allait créer des millionnaires congolais. Comment on crée des millionnaires? Oui, c'est lui qui a dit. Dans un discours, il a dit qu'il voulait créer des millionnaires congolais. Quand on sait que dans ce pays, les millionnaires portent le nom arabe, ils sont soit libanais, ils sont à la limite chinois. Comment faire pour créer des millionnaires congolais? En fait, ce que j'ai dit ici, c'est ce qui va nous amener à créer des millionnaires congolais. Oui. Il faut que l'État donne un appui aux entrepreneurs congolais. Parce qu'ils ne travaillent pas sur le même pied d'égalité que les entrepreneurs étrangers installés dans notre pays. Ceux-là bénéficient des crédits de leur pays, comme la Chine. Ils ont des crédits à taux zéro. Mais ici, chez nous, si vous voulez faire une affaire, vous allez dans des banques avec des taux élevés. Mais vous ne pouvez pas être concurrentiel. Donc, il faut que l'État soutienne l'entrepreneuriat congolais. Il faut que l'État, j'insiste, puisse donner priorité au développement du commerce en développant les infrastructures de transport. Il y a par exemple 2 exemples très simples que je prends toujours. Le Bito du Katanga. On peut faire des millionnaires si les Congolais s'investissent bien dans ce commerce du Bito. Parce que c'est quelque chose qui est bien apprécié à travers tout notre pays. Mais si nous avons seulement les voies de transport moins chères, on ne mettra plus les Bito dans les avions, on va les embarquer dans les camions ou dans les trains. Ou dans les trains pour les livrer à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Mais vous faites des millionnaires en dollars. Nous avons parlé des fromages de Goma. Il suffit d'encadrer ces artisanaux, de leur apprendre à respecter les normes de fabrication, mais ils vont exporter ça vers les États-Unis. Il y a un mécanisme de facilitation des exportations qui s'appelle AGOA. N'est-ce pas? Ça permet aux pays sous-développés d'exporter leur production vers les États-Unis à des conditions très très favorables. Mais pourquoi nous n'exportons rien dans le cas de ces mécanismes-là? C'est parce que les gouvernements ne donnent pas priorité à la production locale. Le président a raison. Il peut vraiment fabriquer de nouveaux millionnaires, mais à condition d'aller là où il faut aller, d'orienter les gens là où ils doivent aller, dans le développement du commerce et dans la production intérieure. N'est-ce pas? Oui. Le commerce intérieur est générateur de millions
en dollars. Regarde par exemple la farine de maïs à Lubumbashi. Pendant le pénurie, on importe la farine de maïs soit de la Zambie ou bien de l'Afrique du Sud. Vous croyez qu'on ne peut pas faire des millions si on peut produire cette farine localement, avec le maïs produit localement? Vous croyez que quelqu'un qui s'installerait dans les Kasaï pour fournir les katanga en maïs ou en farine de maïs, il ne deviendrait pas millionnaire avec le temps? D'ailleurs, dans de grands pays que vous voyez, les Occidentaux, les vrais millionnaires, ce sont des fermiers. N'est-ce pas? Si, même aux États-Unis, ce sont des fermiers. Voilà. Mais chez nous, malheureusement. Non, chez nous, malheureusement, parce que depuis l'indépendance, le métier de la terre a été discrédité. Oui. Mais on avait comment on appelle, dans les Kivu des gens comme Geza ou Kasuku. C'est des gens qui étaient des grands fermiers avec des têtes importantes, je veux dire des vaches et tout ça. Mais puis après, c'est disparu. Ils ont disparu parce que le gouvernement n'a pas accompagné. N'a pas accompagné. Alors c'est vrai qu'on aura peut-être, avec vous, on a besoin de continuer longtemps pour parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a encore d'autres secteurs à parler sur la productivité de nos entreprises, par exemple, la compétitivité, nos mines, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à dire. Notre monnaie, il y a tellement de choses à dire. Mais je voudrais, avant de terminer, vous avez parlé de l'éducation, de l'instruction, vous avez parlé de la formation. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment dire dans l'éducation? Qu'est-ce qu'il faut encore faire dans l'éducation de notre pays, par exemple, le système éducatif? Il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il faut encore faire. Il faut dire qu'est-ce qu'il faut refaire. Ok, qu'est-ce qu'il faut refaire? Parce que ça a existé. D'accord. Aujourd'hui, quand vous voulez avoir un maçon, vous pouvez me croire que vous n'en aurez pas. Sinon un bricoleur, en tout vous cas. aurez un bricoleur. Ouais. Pourquoi? Parce que tous les instituts, les écoles professionnelles ne fonctionnent plus. Tout le monde veut aller à l'université. Non. Ce n'est pas que tout le monde veut aller à l'université. C'est parce qu'en fait, ces écoles sont fermées. Mais est-ce qu'on a cessé de construire des maisons? On continue à construire, mais de façon archaïque maintenant. Il y a même des maisons qui s'écroulent. Ouais. Au bout de 6 mois. Il y a quelques temps ici, dans le quartier GB, il y avait une maison, 7 étages. Ouais. Et ça s'est effondré. Ouais. Au bon marché, une maison s'est enfoncée. Kasavubu, un immeuble, c'est aussi enfoncé. Un immeuble de quelqu'un, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Un immeuble de quelqu'un s'est effondré. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ouais. Mais nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. Donc la problématique, c'est aussi la qualification de la main-d'œuvre. Effectivement. Vous avez vu quand les Chinois sont venus avec les 5 chantiers, ils ont amené même les maçons. Oui. Ils ont amené même les géomètres. Et nous avons dit non, ils exagèrent. Ils n'exagèrent pas. Ils ont fait un constat, ils se sont rendus compte que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Ils ne pouvaient pas trouver la main-d'œuvre qualifiée. Et vous ne faites pas du développement sans main-d'œuvre qualifiée. Donc il faut qualifier la main-d'œuvre. Il faut parler de l'éducation. D'accord. Il faut former une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est au niveau des écoles professionnelles. Okay. Allons à l'université. Même si ceux qui font les facultés de sciences, même ceux qui font la médecine, est-ce qu'ils ont encore le matériel didactique? Ils ont des laboratoires. Hein? Les ingénieurs. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Maintenant, il a peur d'appeler les ingénieurs électriciens pour venir électrifier les maisons. Parce qu'il y a risque qu'après qu'il y ait incendie. N'est-ce pas? À ce niveau aussi, on doit renforcer le matériel didactique. Pour que quand quelqu'un a un diplôme d'ingénieur civil, qu'il soit vraiment ingénieur civil. Je vais vous donner un exemple. J'étais membre du conseil d'administration d'une entreprise. Et puis, j'étais même adepte. On a envoyé un ingénieur civil en formation en Hollande. Quand il est revenu, il est rentré dans mon bureau, il dit il faut prendre mon diplôme et le déchirer. Je ne mérite pas d'être appelé ingénieur civil. On lui avait placé un homologue pour l'aider dans son stage, mais ils se sont rendus compte que le monsieur ne comprenait rien. Après, on a continué à les descendre jusqu'à les mettre à la disposition d'un matelot.
Tellement que le niveau était bas. Non, le niveau était bas parce que monsieur ne savait même pas manier l'ordinateur. Or, actuellement, tout est Informatisé, donc vous êtes analphabète si vous ne savez pas. Alors, quand vous êtes un ingénieur civil et que vous ne connaissez pas manier l'ordinateur, je ne sais pas qui êtes-vous. Vous êtes un architecte, vous ne connaissez pas manier l'ordinateur. Vous êtes un économiste, vous ne connaissez pas manier l'ordinateur. Qui êtes-vous? Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, nous devons encourager la maîtrise des sciences et des technologies dans toutes les filières. Bah, mais alors dans ce cas, le problème est sérieux parce qu'au Congo, il y a des enfants qui ont fait tout le cycle primaire, le cycle secondaire. Ils n'ont jamais vu un ordinateur, ils n'ont jamais touché. Et même quand ils viennent à l'université, ils ne connaissent toujours pas l'ordinateur. Et nous formons des gens comme ça. Jusqu'à ce qu'ils vont terminer, oui. Et bien vous comprenez qu'ils ne seront pas compétitifs. Voilà, donc c'était peut-être ça l'idée de la professionnalisation et surtout la performance de notre système éducatif. Merci beaucoup, monsieur le professeur Daniel. C'était un grand honneur de vous recevoir. C'est toujours pas facile de recevoir des professeurs qui non seulement peuvent nous rallier la science, mais aussi la pratique. Alors, je voudrais bien vous recevoir prochainement pour parler autre chose et si vous serez bien disponible. Non, mais vous savez, le rôle d'un professeur, c'est entre autres celui-là aussi. Hein. Oui. Nous n'enseignons pas seulement dans les salles de classe, mais nous devons aussi apporter certaines lumières à l'opinion. On en a besoin. N'est-ce pas? Oui. Même si les œuvres de l'esprit n'ont pas beaucoup de place ici, oui. Par rapport aux œuvres de la chair. Oui. Je vais parler de la musique. Mais de temps en temps, des émissions comme ça aide. Il faut le renforcer. Pour améliorer le niveau de connaissance de la communauté en général. Parce que les gens disent est-ce qu'ils ont tort, ceux qui disent ça? Non, ils peuvent avoir raison. Parce que pour construire, il ne faut pas seulement l'intelligence, il faut aussi la moralité. Ce qui a manqué dans ce pays, on va dire, la moralité. C'est la moralité. Ouais. Les gens intelligents, ils sont là. Mais moi, j'ai toujours dit que la compétence d'un individu, c'est quoi? C'est sa moralité multipliée par ses aptitudes professionnelles. Exact. N'est-ce pas? Exact. Je ne dis pas additionner, multiplier. Multiplier. Faisant que si l'un des facteurs est égal à 0, le produit serait égal à 0. C'est ce que nous vivons. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci, mon frère. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Je recevais le professeur Daniel. Il est professeur de l'économie et dans plusieurs universités ici, en République démocratique du Congo. Il enseigne le développement durable. On en parlera un autre jour. C'est quoi le développement? Qu'est-ce qu'on entend par le développement? Comment on fait pour aller dans le développement? La RDC, quelle est et où? Nous sommes en sous-développement, on est en voie de développement. On est où? On en parlera suffisamment pour savoir les piliers du développement également. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez, posez-nous des questions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Loye bolonde ne ya lisa.